Bonjour à tous et merci évidemment beaucoup pour cette invitation à baliser quelque peu le propos. En fait, l'introduction vise surtout à peut-être aussi comprendre pourquoi l'objet a disparu et comment, en quelque sorte, nous sommes passés d'une définition classique que tout le monde connaissait, la définition de l'ICOM, vers effectivement ce moment très particulier que ceux qui sont allés à Kyoto, dont ceux qui sont allés à Kyoto se souviendront probablement une grande partie de leur vie, chargé d'électricité et qui a amené évidemment un certain nombre de réflexions par rapport à une nouvelle définition et une remise en cause, en quelque sorte, effectivement, de la place de l'objet au sein de l'établissement, de l'institution. Ces définitions rejetées, effectivement, je ne vais pas vous la lire, vous la trouvez sous vos yeux ici, ne fait pas beaucoup la part belle à ce qu'on pourrait considérer comme effectivement des liens avec l'objet. Dépositaire d'artefacts et de spécimens, il sauvegarde des mémoires diverses et on parle un peu de patrimoine. Très clairement, effectivement, il semble qu'il y ait quelque chose, évidemment, qui manque a fortiori pour des professionnels de musées français. Si l'on songe aux deux définitions, celle de l'ordonnance de 1945 et la loi de 2002 sur les musées de France, on se rend bien compte que c'est la collection d'objets qui est évidemment permanente et qui est au cœur de chacune de ces définitions, en lien avec soit des œuvres d'art, dont vous auriez aussi vu que le terme avait disparu, ou bien des biens, termes juridiques, bien entendu, pour désigner la chose. En quelque sorte, évidemment, lorsqu'on part de ces définitions classiques, pourrait-on dire, de collection, on se rend bien compte qu'on est dans cette logique qui, très clairement, va amener le professionnel de musée à s'intéresser à l'objet sous toutes ses facettes, à le gérer, et que très clairement, une grande partie de l'activité du musée sera consacrée, évidemment, à cette tâche essentielle. Ce que théoriquement on évoque à propos justement de ces différentes tâches, c'est qu'elles sont normalement toutes trois, si on les résume à trois, parfois à 5 aussi, recherche, préservation et communication, concentrées autour de cet objet qui peut être témoin, de cet objet effectivement qui peut être support d'information, de cet objet qui en tant que tel effectivement peut aussi irradier ou non. Très clairement évidemment c'est à partir de cet élément central que le musée, pourrait-on dire, se définit. Néanmoins, globalement, c'est d'abord au cœur de la préservation et de la transmission de l'objet que la muséologie va s'identifier tout au long du XIXe et d'une grande partie du XXe siècle. Au point justement, pour Jean Davallon, de parler dans un article célèbre qui date de 92 d'une muséologie de l'objet qu'il va opposer à un certain nombre d'autres muséologies telles qu'elles se développeront progressivement. Effectivement, dans cette perspective, on pourrait dire que la collection est évidemment au cœur de l'institution et que très clairement un certain nombre d'autres tâches gravitent, même si, bien entendu, d'un point de vue théorique, et on peut modéliser le musée en envisageant chacune de ces tâches comme étant identiques, très clairement, certaines souvent prédominent, et notamment, bien entendu, celles qui sont donc dévolues à cette fameuse collection. Au cours des années 60 et surtout 70, on va observer une double révolution en quelque sorte, à laquelle notamment est associé Georges-Henri Rivière ou aussi l'évolution du centre de sciences, mais très clairement c'est l'idée du musée comme système de communication notamment qui va être prééminente. Du système de communication, du musée comme laboratoire et donc très clairement aussi d'un musée producteur de recherche. Cette institution qui pendant très longtemps était d'ailleurs séparé, musée et muséum, avec des vies différentes, va progressivement, effectivement, s'ériger, se recentrer à partir de cette pure identité qui inclut musée et muséum, art et sciences, et notamment qui va retrouver à cette époque la recherche comme l'un des éléments moteurs, pourrait-on dire, de l'institution. Premier centre en quelque sorte. Autre sens, autre formule qu'on va retrouver qui va évoluer à ces mêmes époques, notamment du fait d'une crise du monde des musées qui a lieu au début des années 70, 71, constitue un moment charnière, notamment lors de la conférence générale de l'ICOM à Grenoble, qui va induire en quelque sorte une révolution importante, et notamment une révolution au niveau de la définition du musée, à partir, bien sûr, de ce qu'on va intituler plus tard la nouvelle muséologie, les écomusées, et très clairement, évidemment, un autre modèle de musée, non plus centré, comme vous le savez aussi, théorisé par Rivière, mais surtout aussi par Hugues de Varine, non plus centré tant sur la collection que
sur ses visiteurs, et bien plus que ses visiteurs, sur ses utilisateurs, pourrait-on dire. Le musée n'a pas de collection, dira Hugues de Varine, il a des habitants, c'est un territoire, et très clairement, évidemment, dans cette perspective, le rôle de la collection va, du moins d'un point de vue théorique, jouer un rôle bien moins important. Ou alors, c'est une autre vision de la collection et un autre rapport de l'objet qui est moins dans sa matérialité qu'effectivement avec tout le patrimoine et toute la mémoire qui peut lui être associée. Mais l'évolution se poursuit en quelque sorte et chacune de ces dimensions évolue, au point que Jean d'Avalon, en 92, reconnaît une transformation dont on peut trouver les prémices à partir effectivement de la décennie précédente, dans les années 80, ce qu'il va intituler de la muséologie de point de vue, où le système du musée se transforme en quelque sorte en un média dans lequel le public interagit avec des objets, avec des savoirs, et dans lequel l'exposition elle-même prend une dimension beaucoup plus importante, beaucoup plus complexe, non plus simplement comme un système de communication qui communique et qui transmet un savoir, mais comme effectivement un lieu d'expérience, de discussion, etc. Avec aussi, bien entendu, des expositions particulières. Juliette Raoul-Duval a cité Jacques Hénard, qui y prend parti de manière importante. En quelque sorte, d'ailleurs, si on réfléchit à Jacques Hénard et au musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui participe à cette logique-là, ce qui va être reconnu, c'est l'exposition au cœur, pourrait-on dire, du système. L'exposition en tant que telle, c'est-à-dire, effectivement, bien entendu, l'utilisation d'objets, mais le rapport à la collection qui peut lui aussi se transformer progressivement et qui va donner lieu à un certain nombre de transformations dans les années à venir. La transformation peut-être la plus importante, en revanche, ne sera pas, à mon sens, uniquement liée à la technique, la technologie ou la manière de penser du musée, mais effectivement aux transformations et aux bouleversements économiques qu'on observe à partir des années 70 et qui très clairement surgissent dans les années 80 à travers des politiques économiques, Reagan et Thatcher, et dans les années 90 au tournant commercial des musées tels que nous le connaissons en France. Un tournant qui implique évidemment un grand nombre de transformations pour les musées. Un recentrement sur l'exposition temporaire, sur le développement d'activités lucratives, de boutiques, mais aussi vers des développements de musées tout à fait différents. C'est effectivement dans cette perspective et dans cette dynamique que nous nous trouvons de nos jours avec un certain nombre d'éléments qui continuent, pourrait-on dire, à repositionner l'objet et la manière dont celui-ci peut être appréhendé au sein du musée. Le premier de ces points, la première de ces caractéristiques, équivaut en quelque sorte à ce bouleversement dont on pourrait dire Bilbao est en quelque sorte l'illustration la plus remarquable, où très clairement le contenant prend la place sur évidemment le contenu. Ce qui amène la logique peut-être d'un nouveau type de muséologie que j'ai appelé à certains moments muséologie de passage, dans laquelle effectivement ce n'est plus le point de vue ou le savoir qui sont évoqués, mais très clairement beaucoup plus le parcours, et dans une logique qui intègre non seulement l'architecture du musée lui-même, mais parfois les liens entre le musée et la ville. Cette logique-là, que l'on retrouve dans un grand nombre de musées de nos jours, dans un grand nombre d'architectures tout à fait remarquables et spectaculaires, laisse bien peu de place, pourrait-on dire, à la collection. Et très clairement, évidemment, si la collection était à l'époque de Réau ou de Rivière, le cœur est très clairement aussi que le musée était conçu à partir de la collection et des fonctions du musée. C'est évidemment à partir des propositions de l'architecture et de l'architecte que le musée sera dorénavant de plus en plus conditionné. A fortiori dans un certain nombre de musées et de pays émergents. On peut penser bien sûr à l'ensemble des musées qui se construisent dans les années 80-90 au Japon et qui vont donner lieu d'ailleurs à un certain nombre de musées qui ne se conçoivent plus du tout à partir de la collection. D'où notamment l'idée du musée vide et d'un certain nombre de bâtiments qui sont appelés musées, mais qui n'abritent que des expositions temporaires. Ou bien en Chine, vous connaissez évidemment et vous vous souvenez de ce mouvement tout à fait particulier de développement du parc muséal, mais très clairement qui n'amène pas non plus de développement des expositions similaires, d'où un grand nombre de collections ou de manque de collections par rapport à beaucoup de coquilles vides.
Le deuxième coup de boutoir, pourrait-on dire, par rapport à la collection, vous vous en souviendrez aussi, et il rôde toujours en quelque sorte, c'est le principe de l'inaliénabilité des œuvres qui est remise en question. Il n'a pas fallu attendre quelques mois après le gouvernement, la mise en place du gouvernement de Nicolas Sarkozy pour que une proposition émerge visant effectivement à aliéner une partie des collections. D'où les réactions, comme vous le savez, de l'ensemble de la classe des conservateurs, des professionnels de musée, mais on se rend bien compte, même si le rapport Rigaud a en quelque sorte entériné le projet, pour un temps, on se rend bien compte évidemment que le contexte est beaucoup plus vaste et que la question de l'inaliénabilité se constitue et se développe de plus en plus. Il suffit évidemment de voir les éléments dont on parle actuellement, notamment de restitution, et dont on sait aussi qu'ils opèrent en quelque sorte sur cette même logique en quelque sorte. Troisième point, bien entendu, c'est aussi le développement du numérique. Celui-ci qui a émergé dès les années 60 d'ailleurs, s'est affiné dans les années 80, 90 pour se développer réellement à partir des années 2000, à travers bien sûr d'abord toute une série d'éléments numériques, mais très clairement aussi dans un certain nombre d'autres pays, des musées uniquement numériques, sans collection, avec très clairement effectivement des collections qui sont uniquement fondées sur des objets numériques ou des installations numériques, notamment en Corée. Mais c'est ce même type de principe que nous voyons se développer de nos jours à Paris, avec un certain nombre d'expositions qu'on a d'abord retrouvées aussi en Corée, et des expositions telles qu'on peut en retrouver à l'Atelier des Lumières. L'Atelier des Lumières, me direz-vous, ça n'est pas un musée, détrompez-vous en quelque sorte, pour le grand public et même pour un certain nombre d'étudiants qui font part de leur émerveillement pour ces musées. C'est effectivement bien un musée et très clairement, c'est dans cette perspective aussi bien pour les utilisateurs que pour un certain nombre justement d'étudiants, que les frontières deviennent de plus en plus floues et que bien entendu, la place de la collection dans cette perspective, la place du numérique amène forcément une transformation véritable de rapport que nous entretenons avec la collection et l'objet. Enfin, bien entendu, c'est le rôle social du musée qui s'est affirmé tout au long des 20 dernières années. Dès 1998, le rôle de l'inclusion sociale, etc., qui se développe, et puis très clairement, évidemment, après la crise de 2007, un renouveau, pourrait-on dire, de ce cycle social qui se renforce de manière considérable et qui vise la participation, le rôle social du musée, le développement en quelque sorte du lien entre le musée et sa communauté, la participation, Juliette l'a rappelé, le travail social. Ce que l'on peut voir dans un certain nombre de rapports qui évoquent le futur de l'établissement. Le rapport des musées pour 2020, établi en 2012 par l'Association britannique des musées, évoquait très clairement, en quelque sorte, ce lien avec la collection permanente, de plus en plus amenée à disparaître pour une ouverture vers des événements de plus en plus fréquents, de plus en plus en lien avec la société, dont on se rend bien compte évidemment que la collection, cette collection permanente, ce rapport à l'objet, va lui-même singulièrement en être affecté. C'est évidemment ces mêmes principes qu'on retrouve en quelque sorte à travers, ce sont les critiques notamment qu'on y a pu retrouver, le rapport des musées pour le XXIe siècle, qui lui aussi soulignait de manière extrêmement forte le rôle très particulier et très important du musée en face, polymorphe ou autre, en face justement de ces nouveaux défis constitués par ce lien social à renforcer avec les communautés, les groupements, etc. C'est cette logique qu'on retrouve bien entendu dans ces différents musées d'un nouveau style en quelque sorte, même si leurs pionniers, on peut les retrouver depuis le début du XXe siècle, voire même avant, et qu'on peut regrouper peut-être sur cette logique de musées activistes. Des musées très clairement ancrés au sein de la société, qui visent à un développement particulier, qui se développe en tant que forum de discussion, et c'est l'une des dimensions, on le sait, Cameron en avait déjà parlé en 71, extrêmement importante pour le musée que de se transformer en espace de débat, mais très clairement aussi en privilégiant cette dimension par rapport au rôle plus affirmé du temple et en tout état de cause de cette relation à l'objet que nous connaissons. C'est évidemment ce que nous retrouvons dans le débat autour de Kyoto et autour de la définition du musée. Le document que vous voyez ici, qui se trouve sur le site de l'ICOM international, évoque ce que la définition du musée doit être.
On y retrouve quelques liens avec la collection, avec les objets, mais ce que l'on retrouve avant tout, ce sont effectivement des valeurs, les droits de l'homme, le développement durable, un certain nombre de très beaux témoignages et de valeurs extrêmement importantes, mais très clairement qui, si elles se développent et si elles s'inscrivent au cœur du processus et du principe du musée, vont forcément aussi avoir un impact extrêmement fort sur le rapport que nous entretenons avec les objets et la place même des objets au sein de cette institution. C'est évidemment cet enjeu-là que nous retrouvons dans le sens de l'objet et dans le sens de l'objet tel qu'il va être évoqué avec vous durant cette soirée à travers justement une réflexion beaucoup plus précise sur ces différentes dimensions que nous pouvons appréhender avec eux. Je vous remercie.